Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Basket, l'entente Le Chesnay-Versailles a remporté son match retour de play-off contre Paris 14. Une victoire qui permet aux joueurs de la Cité Royale de participer au Final Four de pré-national. Les détails dans ce magazine. Plus de 1600 participants ont participé au Versailles Triathlon Festival. Coup de projecteur sur l'une des épreuves phares, le triathlon du roi. Plus d'informations à suivre. Gymnastique, les championnats de France seront programmés cette semaine du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour les spectateurs de découvrir 3 pépites de la GEM Elancourt en Maurepas. Reportage. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Les playoffs du championnat de pré-national. En quart de finale, Versailles n'a pas tremblé. Vainqueur à l'aller, les Versaillais se sont une nouvelle fois imposés face à Paris 14 sur le score de 81 à 71 à domicile. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Romain Ruspini. Un dernier panier de Bamba Sey à 12 secondes de la fin du match face à Paris 14 et l'entente Le Chesnay-Versailles peut jubiler. Le LCV 78 a réussi à éviter une remontada ce samedi 18 mai sur son terrain en quart de finale de pré-national. Vainqueur 73 à 52 à l'aller, les hommes de la Cité Royale se sont imposés au retour 81 à 71 sur leur parquet. Il fallait être concentré, respecter les consignes et jouer au basket. Voilà. Tous les matchs, il faut gagner. Donc même si on était à plus 21 ou plus 30, donc l'objectif c'était de gagner. L'objectif c'était véritablement de jouer pour gagner et surtout pas de jouer pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait et du coup ça a fait un match plein. Voilà, ils se sont défendus avec leurs armes et on a encore été plus fort ce soir, donc c'est amplement mérité je pense. Avec ce résultat, l'entente Le Chesnay-Versailles 78 se qualifie pour le Final Four de la division. L'équipe affrontera Meudon en demi-finale sur terrain neutre à Palaiseau pour une revanche. Les Meudonnais les avaient battus au mois de février dernier. En cas de victoire, les joueurs de la Cité Royale se verraient propulsés en National 3. Rien n'est acquis, à part une place en demi-finale, tout reste à faire. Et on va jouer notre saison maintenant, non plus sur X matchs. Là, il n'en reste plus que 2, donc on le sait. Et il va falloir faire le job. Bien évidemment que ce groupe a le niveau, parce que je sais qu'on aura du cœur et on le montrera. Les Versaillais auront 2 semaines complètes pour préparer au mieux ce week-end décisif. La récupération devrait être plus simple après cette victoire. On continue par du rugby. L'incroyable saison de Versailles est terminée. Les joueurs de la Cité Royale invaincus cette année en 21 matchs ont perdu face à un autre RCV, le Rugby Club Vesoul, sur terrain neutre en 16e de finale du championnat de France Honneur. Après s'être neutralisés sur le score de 23 partout après prolongation, les Versaillais ont finalement craqué au tir au but et ne verront pas les 8e. Rendez-vous en septembre prochain pour le retour du RCV en Fédéral 3. On continue à parler de Versailles, mais cette fois-ci en football. Dans le championnat de National 3, les Versaillais peuvent toujours espérer monter en fin de saison. Ils se sont imposés 2-0 à domicile face à l'équipe 2 du Paris FC. Au classement, Versailles est 3e avec 42 points à 2 points de la première place détenue par les Gobelins. Dans le championnat de Régional 3, Trappes a peut-être laissé passer sa chance de remporter le titre, mais l'équipe a fait un grand pas vers la montée. Les Trappistes n'ont pu faire mieux que match nul, 1 but partout à l'extérieur sur le terrain de Rueil-Malmaison. Un résultat qui leur permet d'être 2e à une journée de la fin du championnat. L'ES Trappes conserve 3 points d'avance sur son adversaire du jour et un match nul le week-end prochain pourrait leur offrir la montée. Dans le championnat de D1 de district, on jouait la 21e journée. Maurepas s'impose contre Le Chesnay sur le score de 3-1. Montesson domine plaisir dans un match spectaculaire ponctué par un 6-3. Guyancourt bat le leader Marly-le-Roi 3-1. Houille et Carrière-Grésillon se séparent sur un match nul 3 partout. Enfin, Gargenville s'impose face au FC Mantois. Le championnat reste dominé par Marly-le-Roi. Une dernière information au football, les moins de 15 ans d'Elancourt ont remporté la finale de l'Orange Football Challenge face au Racing Club de France. La rencontre s'est déroulée au Parc des Princes à la mi-temps du match entre Paris et Dijon. Le principe, les joueurs devaient marquer dans un face-à-face en partant du milieu de terrain. Les joueurs ont ensuite assisté au match de Ligue 1 et à la remise du trophée des champions de France remis au PSG. Au chapitre course, le Versailles Triathlon Festival était organisé tout au long du week-end autour de la pièce d'eau des Suisses, réunissant plus de 1600 personnes. Parmi les courses phares, on retrouvait notamment le triathlon du Roi. Coup de projecteur sur la course, des images de Marilène Yapichino, un montage de Xavier Jalin. 9h du matin, pièce d'eau des Suisses à Versailles. 550 courageux équipés d'une combinaison ont pris le départ du triathlon du Roi dans une eau à 17 degrés. Cette épreuve phare regroupait des licenciés masculins venus se tester sur la distance.
là, on est sur une distance S, donc ils viennent de faire 750 mètres de natation. Ils sont actuellement sur 20 km de vélo et ensuite ils enchaîneront sur 5 km de course à pied. Disputée jusqu'au bout sur le vélo ou à pied, la course s'est jouée dans le sprint final après 1h05 minutes et 8 secondes. Brice Gaillan, ancien pensionnaire de Versailles et aujourd'hui à ICI Triathlon, remporte l'édition 2019. Je voulais vraiment m'imposer, je savais qu'il y avait des gros clients. Donc je me suis pas retourné à vélo, j'ai été tout seul et c'est passé. On est sorti à 3 de l'eau, après ils ont eu un peu de mal à la transition. Donc j'ai eu 10 mètres, j'en ai profité. Comme mon point fort c'est le vélo. Puis après à pied j'ai tout donné quoi. Les autres coureurs ont terminé beaucoup plus loin mais avec le sourire. C'est une bonne course, on a bien roulé et il faut finir par courir donc autour du lac c'est parfait. La nage toujours un peu compliquée sur le plan d'eau de Versailles. Le vélo bien mais on fermait un peu dans un groupe qui voulait pas trop rouler. Puis course à pied, on essaye de donner ce qu'on peut quoi. Mais ça a été Tous les participants se retrouveront l'année prochaine. Les organisateurs du Versailles Triathlon Festival ont déjà annoncé vouloir organiser une 11e édition. En boxe, la boxeuse de la team Farouja Elancourt, Marine Tollet, n'a pas réussi à créer la surprise à Caunecourt-sur-Loire malgré une belle résistance. La sportive s'est inclinée face à Hélène Lacombe pour le titre vacant de champion de France Supercoq. Les arbitres ont donné vainqueur son adversaire après 8 rounds. L'Yvelinoise affiche désormais un bilan de 4 défaites en 5 combats et devrait combattre à nouveau avant octobre. Un mot de volleyball à présent. Pour la 3e fois, les villes de Vélizy, Villacoublay et Viroflay ont accueilli sur 5 jours les championnats ultramarins et national 2. 8 délégations outre-mer venues de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion avaient fait le déplacement ainsi que 8 équipes de national 2. On écoute le président du club de Vélizy, Nicolas Guéniche, au micro de notre journaliste Marilène Yapichino. Nous on est plutôt contents parce que c'est un événement qui perdure sur Vélizy. Ça permet de réunir pas mal de monde dans les tribunes. On avait pour les finales outre-mer, les tribunes qui étaient pleines, là ça commence à se remplir pour les finales N2 avec une ambiance sympa, de mobiliser pas mal de bénévoles en interne et de parler un peu de notre club et de la ville de Vélizy. L'équipe de la Réunion Tempo Gecko Volley a remporté la compétition Outre-mer. On ouvre une page insolite. Le jeune Thomas Derick va tenter un pari fou. Cet Ignimontain de 20 ans a décidé de traverser 2 déserts en Bolivie à pied, en solitaire, en totale autonomie et sans GPS. Pour nous parler de ce projet, nous recevons Thomas Derick sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors pourquoi vouloir tenter ce défi ? Parce que j'ai envie de me découvrir dans l'inconnu, d'aller me challenger à l'autre bout du monde, d'être dans un désert, de voir ce que ça fait qu'être au milieu d'une immensité blanche et d'être tout seul là, et de ressentir ce que ça fait. Alors pourquoi la Bolivie ? Parce que la Bolivie. Pourquoi la Bolivie ? Parce que c'est pas spécialement la Bolivie, c'est plus le désert en lui-même qui m'intéresse, le Salar d'Uyuni et le Salar de Coipasa. C'est des endroits où je rêve d'aller depuis que je suis tout petit, et le fait d'être seul au milieu de ces endroits, de ces déserts, m'anime. Me donne envie d'y aller. Ouais. Et vous êtes un passionné de voyage ? Oui, je suis allé à Tokyo avec mes parents pendant 5 ans. On a fait une expatriation là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi en voyageant. Et en entrant en études supérieures, j'ai commencé à voyager par moi-même, à prendre mon envol. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, de commencer à prendre ma tente, à barouder. Et maintenant, c'est une passion, c'est un besoin. Vous avez déjà visité l'Amérique du Sud ou pas du tout ? Non, c'est la première fois. Vous avez visité quoi comme pays par exemple ? Plutôt l'Europe et l'Asie. Comme j'ai dit, j'ai vécu à Tokyo, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Bali, au Vietnam, au Cambodge, à Singapour. Donc plutôt l'Asie. Et l'Europe, l'été dernier, on a fait un tour d'Europe en amis. J'aime bien me balader en Europe. Et c'est une expérience que vous avez déjà réalisée dans le passé ou ça sera une première pour vous ? Non, c'est la première fois, c'est ce qui est assez challengeant. J'ai déjà voyagé par moi-même, donc je pense que je suis assez aguerri de ce côté-là. Mais après, sur le plan, vraiment, partir dans un désert tout seul, c'est vraiment une première pour moi. C'est un challenge. Et vous vous entraînez pour y arriver ? J'ai pas un programme de spartiate, je mise pas tellement sur le sport. Je me prépare psychologiquement, j'essaie de faire de la mentalisation, de récolter un maximum d'informations, d'aller sur des forums, d'avoir des avis de personnes qui y sont allées. Ils l'ont fait dans d'autres conditions, mais leur retour est intéressant. Et sur le plan sportif, je fais des randonnées, j'essaie d'habituer mon corps au portage du sac, mais je pousse pas plus loin l'effort physique, car je pense que la difficulté ne sera pas là, ce sera vraiment mental. Vous vous entraînez dans le secteur ? Oui, je fais des randonnées du côté de Rambouillet. J'aime bien passer dans la vallée de Chevreuse et me balader le week-end. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes conditions, j'imagine, que la Bolivie. Non, ce sera un peu plus déroutant là-bas.
Mais l'effort reste le même, marcher tout droit et puis suivre son cap. Comment réagit votre entourage, vos amis à cette expérience? Alors mon entourage n'est pas au courant. J'ai informé quelques personnes, des proches, un cercle très restreint, mais j'ai pas encore divulgué l'information à beaucoup de gens parce que j'ai pas envie de m'opposer, de me confronter aux avis négatifs, aux doutes, aux peurs. Je préfère pour le moment préparer ça dans mon coin et c'est aujourd'hui l'occasion de l'annoncer. Et pour l'instant, les retours sont plutôt positifs aux personnes avec qui vous en avez parlé? On sent de l'inquiétude, des doutes, parce que j'ai jamais fait ça, parce que je suis jeune. Mais je me stresse pas, je me dis que j'ai Je rappelle, vous avez 20 ans. Voilà, j'ai que 20 ans, j'ai toute la vie devant moi. Si je le réalise pas cette année et que ça se passe dans 1 an, 2 ans, je le ferai à 22 ans, ça reste super jeune. Cette année, j'ai envie de le tenter et réussir n'est pas forcément une obligation, ça peut être revenir plus fort l'année prochaine. Et ça n'a jamais été fait à 20 ans, si Oui. Je me suis bien renseigné. Oui, c'est ça. Ça a été fait une première fois par un explorateur qui s'appelle Louis-Philippe Lonck, un explorateur belge qui a une 50aine d'années, donc il est assez âgé, il a de l'expérience. Ça a été 30 ans de plus que vous. Voilà, ça a été fait par d'autres personnes, mais dans ces conditions-là, personne de mon âge l'a encore fait. Donc vous allez partir avec quoi, concrètement? Alors on part avec un sac à dos, de l'eau. Je pense, moi personnellement, je préfère prendre de la nourriture lyophilisée. Ça diminue le poids, c'est pas super bon, mais c'est pratique. Et après une tente, un duvet et voilà, une boussole. Ça sera suffisant? Je l'espère. Je l'espère, ouais. Vous avez un plan B, éventuellement, si ça fonctionne pas, avec un sac à dos? Oui, seulement sac à dos. Comme je suis en totale autonomie, j'ai pas de balise, j'ai pas de tracker, j'ai pas de téléphone satellite, donc j'ai une boussole et moi-même. Et donc mon plan B, c'est finalement, je me dis, c'est assez simple. Je me dis que si j'entre dans le désert, je suis obligé d'en sortir. Après le côté, que ce soit aller au bout, revenir en arrière, tant pis, j'en sortirai quoi qu'il arrive. Et pourquoi justement pas de GPS? Parce Vous pourriez en avoir un sans forcément l'activer. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de savoir ce que ça fait qu'être là-bas sans filet de sécurité, être vraiment face à moi-même. Et vous allez faire face à quelles difficultés finalement dans le désert? Je pense que ça va être l'expérience en elle-même qui va être déroutante, le fait d'être dans le vide. Déjà, je pense que le vide va être très dur. Au bout de 10 heures, il n'y aura pas de distraction visuelle. C'est plat, c'est tout blanc à perte de vue. J'aurai personne à qui parler. Je pense que je vais ressasser des pensées. Puis au bout d'un moment, je vais découvrir ce que ça fait qu'être tout seul face à soi-même. Après, c'est un désert de sel, donc l'air est abrasif. Louis-Philippe Lonck, le premier explorateur qui l'a fait, décrit des phénomènes comme le fait qu'au bout de 2 heures, il saignait du nez. Donc ça peut être assez particulier. Ça peut me donner envie de m'hydrater encore plus, donc je vais devoir gérer mon eau de manière encore plus intelligente. Et après, je pense que ça va être le mental. Le mental, avancer, suivre son cap, y croire. Et surtout, aussi, je pense que comme le fait que je n'ai pas de GPS, je ne vais pas savoir où j'en suis, combien de kilomètres j'ai parcouru par jour. Donc se dire, je suis au milieu, peut-être que j'en ai fait 20 aujourd'hui, peut-être que j'en ai fait 10. Combien il me reste, je ne sais pas. Ça peut être assez particulier. Comment vous allez faire pour vous repérer du coup? Ça sera par rapport au soleil, aux étoiles peut-être? Alors la boussole, je suis un cap. Et ensuite, il y a le désert, il y a un volcan qui est assez visible. Une fois qu'on a atteint une partie du désert, il faudra que je fasse à peu près la moitié. Après, je pourrai me repérer à partir du volcan, savoir où j'en suis et évaluer à peu près combien de temps il me reste. Combien de temps justement vous allez mettre pour traverser ces 2 déserts? Alors le premier, le Salar de Uyuni, ce sera une diagonale de 140 km partant de Colchani jusqu'à Lika. Donc environ 6 jours, 7 jours si je mets plus de temps que prévu. Ensuite, je passe à Lika et le désert de Koipasa, ce serait 100 km. Donc un total de 12 jours, 5 jours et 7 jours. Donc ce n'est pas trop dangereux, vous nous rassurez? On verra. Et quand aura lieu le départ? Alors, je pars dans un mois le 16 juin. Je commence d'abord par faire des randonnées au Pérou. Je vais faire la Cordillère Blanche et le trek du Salcantay pour me préparer, m'acclimater à l'altitude, à l'effort en montagne. Et ensuite, à partir de mi-juillet, je serai dans le désert. Ça sera votre dernier défi ou ça sera votre premier? Ce sera mon premier défi. J'ai énormément de projets dans ma tête. Donc il faut déjà que j'arrive à mener à bien celui-là et ensuite... Par exemple?
Par exemple, un de mes rêves, ce serait de faire le lac Baïkal en patin à glace. Le lac Baïkal, c'est le plus grand lac du monde. En plein hiver, il est gelé. Les camions peuvent même rouler dessus. Sylvain Tesson en parle dans son livre « Dans les forêts de Sibérie ». Et un de mes rêves, ce serait de traverser du sud au nord, 700 km, 14 jours de patin à glace. Ça revient quasiment à faire Paris-Avignon en patin à glace. Merci, on vous le souhaite en tout cas. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On suivra votre performance avec attention et vous reviendrez ici en plateau pour débriefer votre expérience. Merci beaucoup. On prend maintenant la direction des terrains de golf. Le Trophée Sport Passion, créé en 1994, a réuni jeudi dernier des personnalités du monde sportif pendant toute la journée sur les greens de Feucherolles. Objectif, promouvoir des associations soutenues par le conseil départemental, mais également permettre aux athlètes de se réunir autour du golf. On écoute les réactions des participants au micro de TV78. C'est comme si le CNOSF, vous voyez, avait organisé un grand événement entre sportifs d'hiver et sportifs d'été. Voilà, on est en espèce d'intersaison entre le début de la saison pour les sportifs des Jeux d'été et puis ceux qui viennent de finir la saison d'hiver. Donc je trouve que c'est bien d'avoir ce rassemblement parce qu'on l'a de moins en moins. Et puis alors surtout quand on est un ancien athlète de haut niveau, on l'a plus du tout. Donc finalement c'est bien de revoir des collègues. C'est super, voilà, il fait beau, dans la nature, avec des potes. Ils sont coriaces ou pas ? Ils sont coriaces mais pas sympas. Non, c'est cool, non, c'est une belle journée, la soirée en général, ça se termine, c'est le feu, c'est top. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par de la gymnastique. Les championnats de France seront programmés cette semaine du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour les spectateurs de découvrir 3 pépites de la gemme Elancourt-Morpa, un montage de Jules Grenouville. Elles sont revenues toutes les 3 médaillées des championnats de France individuels le 12 mai dernier. Anaïs, 17 ans, Zélie et Tialine, 14 ans, sont 3 gymnastes yvelinoises formées à la gemme Elancourt-Morpa, un club qui les a vues éclore. Il y a des filles qui ont beaucoup de talent. On essaye dans la mesure du possible de développer encore plus ce talent, mais pour faire ce qu'elles font, il y a des qualités innées, même avec du travail, on ne peut pas les avoir. Ça fait déjà presque 20 ans que j'entraîne, j'en ai vu passer pas mal de gymnastes et des gymnastes avec autant de talent, aussi bien physique que mental, il n'y en a pas beaucoup. Pour continuer à progresser, les 3 pépites qui sont au club depuis plusieurs saisons s'entraînent entre 12 et 20 heures par semaine sur ces agrès au gymnase du Bois à Maurepas, et tout cela dans un esprit familial, la politique du club. Je pense que ça joue parce que quand quand par exemple ça va moins bien sur une séance, elles seront là pour me motiver ou m'encourager et moi pareil si elles aussi ça ira pas bien. Parce que si on s'entraîne avec des filles qu'on n'aime pas, on a moins envie de s'entraîner, du coup après on progresse moins. Un esprit familial qui est associé à l'exigence du haut niveau, objectif pour les coachs, repousser toujours plus leurs limites. Zélie ? Au niveau de l'action des hanches, au niveau de l'action des épaules, c'est encore tout petit. Elles peuvent encore faire mieux. Elles peuvent durcir les mouvements, faire des mouvements, on va dire, plus compliqués, plus longs, plus propres aussi. C'est une des qualités de la gymnastique, c'est le côté artistique, donc il faut de l'exécution parfaite si on veut avoir des bonnes notes et donc des médailles. Prochain rendez-vous pour ces pépites, les championnats de France par équipe qui seront organisés du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les 3 amis auront à cœur de remporter des titres devant leur public. Allez la gemme! Un autre rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end, les internationaux de boxe française ainsi qu'un Open de canne de combat seront organisés ce samedi à partir de 14h à Viroflay au centre sportif Gaillon. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Pedro da Gloria, président de la section boxe française de l'USM Viroflay, ainsi que Julien Maudelin, moniteur de canne de combat. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de l'événement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces cannes de combat? Qu'est-ce que c'est? Et vous en avez avec vous justement. Voilà, c'est ça. Donc c'est un bout de bois de 95 cm en châtaignier. La canne de combat, en fait, c'est une sorte d'escrime avec son histoire, ses traditions et sa propre codification. À la différence de l'escrime, on va dire classique, on va ni trancher ni piquer. On va respecter un principe d'efficacité qui veut que tous les coups soient armés et exécutés avec le maximum d'amplitude. Donc ça donne un côté naturellement esthétique et très ample. C'est ce qu'on va rechercher. Et ensuite, il y a aussi un principe de priorité à respecter. Il y a 6 attaques de base, 8 parades. À ceci, on va dire aux attaques de base, s'ajoutent des volts, des tours sur soi, offensifs ou défensifs. C'est plus mobile que l'escrime, quand on voit. Oui, alors effectivement, au niveau de l'espace qui est utilisé, ça se passe sur une aire circulaire de 9 mètres de diamètre. Donc la liberté de mouvement est totale. Et donc on n'est pas effectivement focalisé sur un couloir.
Également, à la différence de l'escrime, on n'est pas latéralisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser autant la main droite que la main gauche. Voilà. Ce qui donne énormément de possibilités et de combinatoires et de richesse, si vous voulez, à l'exécution des coups et au déroulé de l'assaut, quoi. Parlez-nous de cette canne du coup. Pourquoi vous avez déjà 2 tailles différentes? Alors oui, vous avez la canne, 95 cm, 120 grammes à peu près, qu'on tient à une main. On peut également pratiquer à double canne, et là on peut aussi avoir un travail très riche et développé d'adresse, de jonglage, etc. On a aussi le bâton qu'on pratique, on va dire, de manière parallèle, où là qu'on va tenir à 2 mains. Celui-ci fait 1m40, il y a d'autres styles de combat au bâton, mais celui-ci fait 1m40, aussi en châtaignier, pour à peu près 400 grammes. Voilà, c'est un travail qui est complémentaire et parallèle en fait à celui de la canne, qui reprend aussi les codifications. C'est une discipline qui était un peu tombée dans l'oubli, il faut le dire. Elle était très populaire au 19e siècle. Pourquoi elle est tombée dans l'oubli justement? Et pourquoi depuis quelques années ça revient? Alors, la guerre mondiale est passée par là. Également, au 19e siècle, c'était un accessoire de mode. Donc, tout le monde portait une canne, comme chacun ici maintenant a un smartphone. Et donc c'est revenu en fait également avec avec le réessor de la boxe française dans les années, on va dire 60-70, par un monsieur qui s'appelait Maurice Sarry, qui était un ami du fondateur du club de Viroflay dans lequel on officie. Et donc c'est à ce moment-là en fait que la canne revient et se redéveloppe à partir des traités effectivement des 19e siècle, d'une synthèse de ce monsieur qui s'appelait Maurice Sarry. Donc c'est une discipline qui est associée à la boxe française. Oui. Pourquoi? Honnêtement, depuis le début, ça a toujours été comme ça. Tout dans les vieux clubs au 19e siècle, on enseignait la canne, le bâton, l'escrime, la gymnastique et la boxe française. Ça a toujours été complémentaire de la boxe française. Et par tradition, qui s'est un peu perdue d'ailleurs, tout boxeur faisait de la canne, pratiquait la canne. Moi-même, j'ai pratiqué la canne à mes débuts. Notre Jean-Pierre Lebon, notre professeur, nous enseignait la canne. C'était habituel dans la canne. Alors Julien Modelin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette discipline? Alors déjà, pour moi, si vous voulez, c'est une discipline qui représente ce qu'est l'esprit français. C'est-à-dire que c'est très technique, c'est très subtil, et en même temps, si vous voulez, c'est naturellement élégant. Il y a quelque chose de très esthétique là-dedans, c'est très aérien. Voilà. Et en même temps, comme dirait mon professeur, c'est aussi cette rencontre que j'ai appréciée particulièrement à Antony, au club de la Rose Couverte de Paname, qui est un club donc frère du nôtre à Viroflay. Ce que j'apprécie aussi, ce sont les 2 bouts du bâton. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très facile d'accès, il n'y a besoin que d'une canne pour commencer à pratiquer. Et en même temps, si vous voulez, il y a aussi une recherche qui peut durer de nombreuses années pour vraiment aller à la perfection, puisqu'il y a une codification qui est précise, qui est subtile, qui n'est pas forcément toujours évidente à apprécier dès le début, mais par contre qui permet à tout le monde de s'exprimer, notamment les enfants. C'est très structurant pour le corps, pour l'adresse, la mobilité, la dextérité, la coordination. Pour les femmes également, on peut aussi pratiquer de manière mixte. C'est vraiment très ouvert. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu aussi, surtout pour ces choses. Alors revenons à l'Open qui se déroulera ce week-end à Viroflay. Pourquoi l'organiser à Viroflay? Alors, c'est en hommage à notre maître, on va dire, Jean-Pierre Lebon, qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans, qui avait fait énormément pour la boxe française. Il a été champion de France en 67, en 68, il a été médaille d'or de la jeunesse et des sports, il a fait énormément de choses, il était grand d'or. Et donc, étant très lié à Jean-Pierre et ce qu'il a fait pour le club, je trouve que c'est un peu normal qu'on fasse un gala qui porte son nom. Donc on fera cette année la 2e édition. Cette année, pour la 2e édition, on a opté volontairement pour moins d'athlètes que l'année dernière. Combien de participants? Donc cette année, on aura une quarantaine, à peu près une quarantaine oui. Sans compter que pour la boxe, pas pour la canne. Il y a une quarantaine pour la boxe. On aura moins de pays que l'année dernière. Cette année, nous nous limitons aux Russes et aux Portugais. Nous aurons 3 Russes, dont les Russes 2 vice-champions du monde combat actuels. Dans les Portugais, nous aurons un ancien champion du monde Wakupro Kick, mais qui est originaire de la boxe française. Et chez les Français, nous aurons plusieurs champions de France, et vétérans, seniors, et vice-champions de France, oui, c'est ça. Donc on aura pas mal de gens de très bon niveau.
Dernière question, est-ce que l'entrée est gratuite? Est-ce que tout le monde peut venir? Bien sûr, totalement. Et ce sera d'ailleurs une bonne occasion de découvrir, et d'un côté, la boxe française, et de l'autre, la CAN, puisque c'est assez exceptionnel de le voir effectivement réuni dans un seul et même événement. Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. C'est une première. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour l'organisation de cet événement. Pour rappel, l'Open de Cannes est programmé ce samedi à partir de 14h au centre sportif Gaillon à Viroflay. À noter également dans vos agendas, en football, dans le championnat de Régional 3, il devrait y avoir une grande fête à Trappes. Les trappistes ont besoin d'un match nul dans le derby contre les Mureaux pour s'assurer la montée ce dimanche à 15h au stade Gilbert-Chansac. Et pour être champions, ils devront compter sur un faux pas de Boulogne-Billancourt sur le terrain d'Ony. Pour réaliser cet exploit, ils auront besoin de leurs supporters. Si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.